Ma mère a servi à ma fille les restes d'une boîte de nourriture à emporter et a dit, c'est bien assez pour elle. Puis elle a placé une assiette fraîche devant l'enfant de mon frère et lui a dit, mange autant que tu veux. Je ne me suis pas battu. J'ai pris nos cadeaux et nous sommes sortis. À 22h17, maman a envoyé un message disant que le paiement avait intérêt à passer demain. Je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement suspendu le prélèvement automatique, retiré ma carte de chaque facture partagée, et j'ai regardé la première alerte de échec de paiement arriver avant minuit. Mon nom est Carter. J'ai 36 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise au fil des ans, c'est que certaines personnes ne vous voient que lorsque l'argent s'arrête de couler. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'étais celui que ma famille appelait quand la facture d'électricité arrivait à échéance. J'étais celui à qui ils envoyaient des messages à minuit quand le paiement de l'assurance automobile était rejeté. J'étais le fils dévoué, le frère fiable, la personne qui se présentait avec un chéquier quand tous les autres se présentaient avec des excuses. Ma mère n'a jamais demandé si j'en avais les moyens, elle s'y attendait, tout simplement. La première fois qu'elle a appelé, j'avais 24 ans, je sortais tout juste de l'université et je travaillais à mon premier vrai emploi de comptable dans un cabinet de taille moyenne en centre-ville. Elle avait besoin de $400 pour l'hypothèque. Papa venait de partir et elle se débattait. J'ai viré l'argent le même après-midi sans hésitation. C'était il y a 12 ans. 12 ans de paiements automatiques, 12 ans de factures de services publics à mon nom, 12 ans de primes d'assurance, de cartes cadeaux d'épicerie et de réparation de voitures d'urgence qui, d'une manière ou d'une autre, retombaient toujours sur mes épaules. J'avais configuré le prélèvement automatique pour la plupart de ces frais afin de faciliter les choses. Chaque mois, l'argent quittait mon compte comme une horloge, facture d'électricité, d'eau, internet, câble, son forfait téléphonique, son assurance auto. Je couvrais tout. Elle n'a jamais dit merci, pas une seule fois. Elle m'appelait pour me dire des choses comme « le paiement est passé, n'est-ce pas ?» ou « assure-toi de ne pas oublier la date d'échéance cette fois-ci », comme si j'étais un genre de système de facturation automatisé au lieu de son fils. Mon jeune frère, Eden, n'a jamais contribué d'un seul dollar. C'était l'enfant prodige, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Maman se vantait de son travail de vendeur, de son nouveau pick-up et de ses fiançailles avec une femme nommée Joséphine, qui publiait des photos soigneusement mises en scène de leur vie sur les réseaux sociaux. Eden avait un fils de 3 ans nommé Andrew. Cet enfant était le centre de l'univers de ma mère. J'ai une fille aussi. Elle s'appelle Claire. Elle a 7 ans. Elle a mes cheveux noirs et le sourire éclatant de sa mère. Nous vivons à 40 minutes de la maison de ma mère, mais les visites donnaient toujours l'impression d'entrer dans la célébration de quelqu'un d'autre. Claire s'asseyait tranquillement sur le canapé en tenant sa girafe en peluche pendant que ma mère choyait Andrew. Elle lui donnait des bonbons, lui achetait des jouets et l'emmenait au parc. Claire regardait, attendant son tour. Son tour ne venait jamais. Je me disais que ce n'était pas grave. Je me disais que les enfants ne remarquaient pas ces choses-là, mais Claire a remarqué. Elle m'a demandé une fois pourquoi grand-mère ne l'enlaçait pas de la même manière qu'elle enlaçait Andrew. Je n'avais pas de réponse. Le système de prélèvement automatique rendait tout invisible. Ma mère ne voyait jamais les feuilles de calcul que je tenais, suivant chaque paiement, chaque transaction, chaque facture que je couvrais. Elle vivait simplement sa vie, supposant que les lumières resteraient allumées, que l'Internet fonctionnerait et que la voiture resterait assurée. Elle supposait que je serais toujours là, finançant discrètement son confort. Je pensais que c'était ce que faisait la famille. Je pensais qu'être fiable signifiait avoir de la valeur. Je pensais que si je continuais à donner, quelqu'un finirait par me voir. Quelqu'un finirait par dire « Merci, Carter. Nous ne pourrions pas faire cela sans toi. » Ce moment n'est jamais venu. À la place, je suis devenu le décor, la personne qui payait pour tout mais qui n'était jamais invité aux moments importants. Quand Eden s'est fiancé, il y a eu une fête, je l'ai appris par une publication Facebook. Quand Andrew a eu 3 ans, il y a eu un barbecue dans le jardin avec des ballons et un château gonflable loué. Claire et moi n'étions pas invités. Ma mère a dit que c'était un petit rassemblement, juste la famille proche. Apparemment, la personne qui finançait sa vie n'était pas qualifiée de famille proche. J'ai arrêté de me disputer à ce sujet. J'ai arrêté de souligner le 2 poids 2 mesures. J'ai juste continué à payer parce que, au fond de moi, je croyais que si j'arrêtais, tout s'effondrerait et que d'une manière ou d'une autre, ce serait aussi de ma faute. Mais il y avait une partie de moi, une partie silencieuse enfouie sous des années d'indifférence,
qui se demandait ce qui se passerait si je partais simplement, si j'arrêtais d'être le portefeuille invisible pour commencer à être une personne avec des limites. Cette partie de moi était petite, à peine un murmure, mais elle était là et elle devenait de plus en plus forte. Le point de rupture est survenu un dimanche après-midi à la fin septembre. Ma mère nous avait invités à dîner. Elle avait dit que ce serait bien de réunir tout le monde. Claire était excitée. Elle portait sa robe jaune préférée, celle avec des tournesols sur les poches, et avait apporté un dessin qu'elle avait fait à l'école. C'était une image de notre famille, se tenant tous la main sous un grand soleil. Elle voulait le donner à grand-mère. Nous sommes arrivés à 14 heures. Eden et Joséphine étaient déjà là, assis sur le canapé avec Andrew entre eux. Ma mère était dans la cuisine, sortant des contenants à emporter d'un sac. De la nourriture chinoise. L'odeur de riz frit et de poulet aigre-doux remplissait la maison. « Carter, tu es là » a dit ma mère sans lever les yeux. Son ton était plat, comme si elle cochait une case sur une liste. « Asseyez-vous. La nourriture est presque prête. » Claire a couru vers elle, lui tendant le dessin. « Grand-mère, j'ai fait ça pour toi. » Ma mère l'a regardé pendant une demi-seconde. « C'est gentil, ma puce. Va te laver les mains. » Le visage de Claire s'est décomposé, mais elle a hoché la tête et s'est dirigée vers la salle de bain. Je l'ai regardée partir, sentant quelque chose se tordre dans ma poitrine. Nous nous sommes assis à la table. Ma mère a commencé à servir les assiettes. Elle a pris un contenant frais de poulet à l'orange et en a mis une portion généreuse dans l'assiette d'Andrew. Puis elle a ajouté du riz frit, un rouleau impérial et du brocoli à la vapeur. Elle a posé l'assiette devant lui et a souri. « Mange autant que tu veux, Andrew, dit-elle chaleureusement. Grand-mère a pris ton plat préféré. » Puis elle s'est tournée vers le comptoir et a ramassé une boîte blanche à emporter. Elle était à moitié vide, le genre de contenant que l'on reçoit quand on commande trop et que l'on garde les restes pour plus tard. Elle l'a ouverte, a raclé le reste du poulet à l'orange sur une petite assiette et l'a placé devant Claire. « C'est bien assez pour elle, a dit ma mère nonchalamment, comme si elle commentait la météo. J'ai fixé l'assiette. Le poulet était froid. Il restait peut-être 4 morceaux avec quelques grains de riz collés au fond de la boîte. Claire l'a regardé, puis a regardé l'assiette d'Andrew, qui était une montagne de nourriture fraîche et chaude. « Maman, ai-je dit doucement, la voix serrée. Ce sont des restes. » Elle a agité la main d'un air dédaigneux. « C'est la même nourriture, Carter. Elle n'a pas besoin d'une assiette entière. Les enfants de son âge ne mangent pas autant de toute façon. » Joséphine a eu un sourire narquois de l'autre côté de la table. Eden n'a rien dit, il a juste pris sa fourchette et a commencé à manger. Claire n'a pas touché à son assiette. Elle est restée assise là, fixant les 4 morceaux de poulet froid, les mains jointes sur ses genoux. Je pouvais voir qu'elle essayait de ne pas pleurer. J'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était quelque chose de plus froid, de définitif. Je me suis levé lentement, repoussant ma chaise. Nous partons. Ma mère a levé les yeux, confuse. Quoi? Vous venez d'arriver. Nous avons apporté des cadeaux, ai-je dit calmement. Nous les reprenons avec nous. Je me suis dirigé vers la petite table où Claire avait posé un petit sac cadeau. C'était une bougie qu'elle avait choisie au magasin, parfumée à la vanille, enveloppée dans du papier de soie. Je l'ai ramassée et l'ai tendue à Claire. Viens, ma chérie. Prends ton manteau. Carter, ne sois pas ridicule, a dit ma mère, la voix montant légèrement. Assieds-toi. Tu fais une scène. Je n'ai pas répondu. J'ai aidé Claire à mettre sa veste, remontant la fermeture et Claire avec précaution. Elle était silencieuse, les yeux rouges, mais aucune larme ne coulait. Elle avait 7 ans, et elle comprenait déjà ce que cela signifiait d'être moins importante. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Ma mère nous a suivis dans le couloir, les bras croisés. Tu surréagis. Ce n'était que de la nourriture. Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné pour la regarder. Ce n'était pas que de la nourriture. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais je guidais déjà Claire à l'extérieur. Nous sommes montés dans la voiture et j'ai attaché sa ceinture de sécurité. Elle m'a regardé avec ses grands yeux sombres et a dit, « Je suis désolé, papa. » « Tu n'as pas à être désolé, lui ai-je dit, la voix craquant juste un peu. Pas du tout. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Claire s'est endormie sur la banquette arrière,
la tête appuyée contre la vitre. Je ne cessais de rejouer la scène dans mon esprit, le poulet froid, le sourire narquois sur le visage de Joséphine, la façon dont ma mère avait agité la main comme si ma fille n'avait pas d'importance. À 22h17, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère, le paiement a intérêt à passer demain. J'ai fixé le message pendant un long moment. Pas un mot sur Claire, pas d'excuses, juste un rappel que l'on attendait de moi que je laisse l'argent couler quoi qu'il arrive. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais assis à la table de ma cuisine, l'écran de l'ordinateur brillant dans l'obscurité, et je fixais le message de ma mère. Le paiement a intérêt à passer demain. Pas une question, pas une requête, une exigence, comme si j'étais un genre de système automatisé conçu pour maintenir son confort de vie. Claire dormait dans sa chambre, pelotonnée avec sa girafe en peluche. Je l'avais bordée 1 heure plus tôt, en embrassant son front et en lui disant qu'elle était la personne la plus importante au monde pour moi. Elle avait souri, mais c'était un petit sourire, de ceux qui n'atteignent pas tout à fait les yeux. J'ai pensé à toutes les années où j'avais fait cela. 12 ans de paiement, 12 ans de contributions silencieuses. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait défiler l'historique des transactions. Chaque mois, comme une horloge, l'argent quittait mon compte, facture d'électricité, 142 internet et câbles, 195 forfaits téléphoniques, 85 $. Je n'avais jamais fait le total auparavant. Je n'en avais jamais eu envie. Mais cette nuit-là, assis seul dans le noir, j'ai fait le calcul. Sur 12 ans, j'avais payé plus de 87 000. Et pendant tout ce temps, ma mère ne m'avait jamais dit merci une seule fois. Elle n'avait jamais reconnu d'où venait l'argent. Elle vivait simplement sa vie, supposant que tout fonctionnerait, supposant que je serais toujours là en arrière-plan, gardant les lumières allumées. J'ai pensé à la boîte à emporter. La façon dont elle avait raclé les derniers morceaux de poulet froid dans l'assiette de Claire. La façon dont elle avait souri à Andrew et lui avait dit de manger autant qu'il le voulait. La façon dont elle m'avait regardé quand j'avais dit que nous partions, comme si j'étais celui qui n'était pas raisonnable. J'ai pensé à tous les anniversaires que Claire avait passés à attendre que grand-mère la remarque. Toutes les fêtes où elle s'était assise tranquillement dans un coin pendant qu'Andrew ouvrait ses cadeaux. Toutes les fois où je lui avais dit « Grand-mère est juste occupée pour le moment », tout en sachant que c'était un mensonge. Mon téléphone a encore vibré. Un autre message de ma mère « Je suis sérieuse, Carter. Ne rends pas les choses difficiles. » J'ai fixé le message. Elle ne se souciait pas de ce qui s'était passé plus tôt. Elle ne se souciait pas que Claire ait été humiliée. Elle ne se souciait pas que je sois parti. Tout ce qui lui importait, c'était de s'assurer que l'argent continuait d'arriver. J'ai senti quelque chose basculer en moi. Ce n'était pas de la colère. La colère aurait été bruyante, explosive, temporaire. C'était quelque chose de plus froid, de permanent. C'était la prise de conscience tranquille que j'avais passé 12 ans à être invisible, et qu'aucune somme d'argent n'allait jamais changer cela. J'ai ouvert les paramètres de prélèvement automatique de ma banque. Il y avait une liste de paiements récurrents, tous liés à l'adresse de ma mère, électricité, eau, internet, câble, assurance, téléphone. J'ai survolé le bouton Oppose avec le curseur. Un clic. C'est tout ce qu'il faudrait. Pendant 12 ans, je m'étais dit qu'être fiable signifiait avoir de la valeur. Je m'avais dit que si je continuais simplement à donner, quelqu'un finirait par me voir. Finalement, quelqu'un apprécierait ce que j'avais fait. Mais ils ne l'ont jamais fait, et ils ne le feraient jamais. J'ai pensé à Claire endormie dans la pièce d'à côté. J'ai pensé au dessin qu'elle avait fait, celui que ma mère avait à peine regardé. J'ai pensé au poulet froid dans l'assiette et à la façon dont Claire avait fait tant d'efforts pour ne pas pleurer. Ma fille méritait mieux, et moi aussi. J'ai cliqué sur Oppose pour la facture d'électricité. Puis j'ai cliqué sur Oppose pour la facture d'eau, puis l'internet, puis le câble, puis l'assurance. Un par un, j'ai suspendu chaque paiement automatique. L'écran s'est mis à jour, paiement suspendu. Le prochain paiement prévu ne sera pas traité. J'ai vérifié l'heure, 23h48. La facture d'électricité devait être traitée à minuit. J'ai fermé l'ordinateur et je suis resté assis dans le silence. Pour la première fois en 12 ans, je n'allais pas être là quand ma mère aurait besoin de moi. Je n'allais pas régler le problème. Je n'allais pas discrètement sauver la mise. J'allais juste laisser le paiement échouer. Et j'allais regarder. À minuit 3, mon téléphone a vibré.
Je l'ai pris et j'ai regardé l'écran. C'était une notification automatisée de la compagnie d'électricité, le paiement pour le compte se terminant par 4782 a échoué. Veuillez mettre à jour vos informations de paiement pour éviter toute interruption de service. J'ai fixé le message. Le compte se terminant par 4782 était la facture d'électricité de ma mère. Le paiement avait tenté de passer à minuit, et pour la première fois en 12 ans, il avait échoué. J'ai posé le téléphone sur ma table de nuit et je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond. Je ne ressentais rien, aucune culpabilité, aucune panique, aucun regret, juste un sentiment de calme étrange. À minuit 18, mon téléphone a de nouveau vibré. Une autre notification, le paiement pour le compte se terminant par 9341 a échoué. Veuillez mettre à jour vos informations de paiement pour éviter toute interruption de service. La facture d'eau. À minuit 34, la facture d'internet et du câble a échoué. À minuit 47, le paiement de l'assurance automobile a été rejeté. Chaque notification illuminait mon téléphone dans le noir. Chacune était une nouvelle fissure dans le système invisible que j'avais construit pour soutenir la vie de ma mère. Pendant 12 ans, j'avais été le filet de sécurité, la personne qui s'assurait que rien ne passe à travers les mailles du filet. Maintenant, je regardais les mailles s'agrandir en temps réel. Je n'ai répondu à aucune des notifications. Je suis juste resté allongé là à écouter le bourdonnement sourd du climatiseur, sentant le poids de ces 12 années quitter lentement mes épaules. À 6h42, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner. L'appel est allé vers la boîte vocale. Elle a rappelé à 7h03, puis encore à 7h15. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je me suis levé pour préparer le petit déjeuner pour Claire. Elle est entrée dans la cuisine en se frottant les yeux, encore en pyjama. « Bonjour, papa, dit-elle d'une voix ensommeillée. « Bonjour, ma chérie. Pancake ou gaufre ?» Pancake, dit-elle en grimpant sur une chaise à la table. Je lui ai fait des pancakes aux pépites de chocolat, comme elle les aimait. Nous avons mangé ensemble, en discutant de sa prochaine sortie scolaire au musée des sciences. Elle était excitée, elle voulait voir l'exposition sur les dinosaures. Je lui ai dit que nous lui achèterions un dinosaure en jouet à la boutique de souvenirs. Mon téléphone était toujours sur le comptoir, silencieux, mais s'allumant toutes les quelques minutes. Plus d'appels de ma mère, plus de notifications des compagnies de services publics. J'ai tout ignoré. À 9h30, après avoir déposé Claire à l'école, j'ai vérifié mes messages. Il y avait 6 appels manqués de ma mère et 3 messages textes. Le premier disait, « Carter, rappelle-moi. Il y a un problème avec la facture d'électricité. » Le second disait, « Je suis sérieuse. Le paiement n'est pas passé. Règle ça. » Le troisième disait, « Si tu me punis pour hier, c'est puéril. Rappelle-moi. » J'ai fixé le mot au puéril. Elle pensait que je la punissais. Elle pensait que c'était une sorte de réaction émotionnelle, une crise de colère dont je me remettrais en quelques heures. Elle ne comprenait pas que ce n'était pas une punition. C'était simplement la fin. J'ai ouvert un nouveau message texte et j'ai écrit soigneusement, « Le prélèvement automatique a été suspendu. Je ne couvrirai plus tes factures. » J'ai appuyé sur envoyer. 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. J'ai répondu. « Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne couvres plus les factures ?» a dit ma mère d'une voix aiguë. « Carter, tu ne peux pas juste arrêter de payer. J'ai des choses organisées. J'ai le prélèvement automatique. Tu ne peux pas faire ça. » « Je le peux, ai-je dit calmement. Et je l'ai fait. C'est à propos d'hier, n'est-ce pas? Tu es vexé à cause de la nourriture. Carter, tu es ridicule. Claire a eu amplement de quoi manger. Ce n'est pas une raison pour arrêter d'aider votre famille. J'ai pris une grande inspiration. Ce n'était pas à propos de la nourriture, c'était à propos de ce que la nourriture représentait. Vous avez donné des restes à ma fille et vous avez dit à mon neveu de manger autant qu'il le voulait. Vous avez clairement montré quel petit enfant vous estimez. Alors, je montre clairement quel fils paie. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Tu ne penses pas ce que tu dis, a-t-elle fini par dire, sa voix plus basse maintenant. Si. Carter, écoute-moi. Tu ne peux pas me laisser en plan comme ça. J'ai des factures. J'ai des dépenses. Tu sais que je ne peux pas assumer cela seul. Alors peut-être devrais-tu demander à Eden, ai-je dit.
Il fait aussi partie de la famille, n'est-ce pas? La famille proche que tu invites aux fêtes d'anniversaire. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Elle s'est présentée à mon appartement 2 heures plus tard. J'ai entendu frapper à la porte et j'ai su immédiatement qui c'était, le rythme sec et impatient de quelqu'un qui s'attend à ce qu'on le laisse entrer sans poser de questions. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Ma mère se tenait de l'autre côté, les bras croisés, la mâchoire serrée. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté. Nous devons parler, a-t-elle dit, me bousculant pour entrer dans l'appartement. J'ai fermé la porte et je l'ai suivie dans le salon. Elle s'est retournée pour me faire face, son expression mêlant colère et incrédulité. De quoi s'agit-il vraiment, Carter, a-t-elle exigé. Est-ce parce que j'ai donné des restes à Claire? Est-ce que tu vas sérieusement punir ta propre mère pour une assiette de poulet? Ce n'était pas à propos du poulet, ai-je dit calmement. C'était à propos du message. Tu as clairement fait comprendre que Claire n'a pas d'importance pour toi, que je n'ai pas d'importance pour toi. Alors, je fais clairement comprendre que j'en ai fini de financer une vie où nous sommes invisibles. Ce n'est pas juste, a-t-elle lancé. J'aime Claire. Je t'aime, mais tu es trop sensible. Les enfants ne se soucient pas de ces choses-là. Claire ne l'a même pas remarqué. Elle l'a remarqué, ai-je dit, d'une voix dure. Elle a remarqué qu'Andrew avait une assiette pleine et qu'elle avait des reliefs. Elle a remarqué que tu lui souriais et que tu la regardais à peine. Elle a 7 ans et elle sait déjà qu'elle n'est pas ta préférée. Le visage de ma mère a rougi. Tu lui mets des mots dans la bouche. Tu transformes cela en quelque chose que ce n'est pas. Je te dis ce qui s'est passé, et je te dis que j'ai fini de payer pour ça. Elle a fait un pas de plus vers moi, sa voix montant d'un ton. Tu penses que tu peux simplement t'en aller? Tu penses que tu peux juste arrêter d'aider ta famille parce que tes sentiments ont été blessés? C'est égoïste, Carter. C'est cruel. Égoïste, j'ai répété le mot, avec un goût amer. J'ai payé tes factures pendant 12 ans. 12 ans. J'ai couvert ton électricité, ton eau, ton internet, ton assurance auto, ton téléphone. Je n'ai rien demandé en retour. Je l'ai juste fait parce que je pensais que c'était ça, la famille. Et pendant tout ce temps, tu n'as jamais dit merci, pas une seule fois. Tu t'y attendais comme si j'étais une sorte de distributeur automatique. Je ne t'ai pas demandé de faire ça, a-t-elle dit sur la défensive. Tu as proposé. J'ai proposé il y a 12 ans quand tu avais besoin d'aide pour l'hypothèque. Je n'ai pas proposé de devenir ta source de financement permanente. Tu as juste supposé que je continuerais à payer. Et quand je dis enfin non, tu te présentes à ma porte et tu me traites d'égoïste. Elle m'a dévisagé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle ne savait que dire. Finalement, elle a secoué la tête. Tu vas le regretter. Tu vas te sentir terriblement mal quand je perdrai la maison. Quand les lumières seront coupées, quand je devrai dire aux gens que j'ai un fils qui m'a abandonné. Je ne t'abandonne pas, ai-je dit doucement. J'arrête juste l'argent. Si tu veux une relation avec moi, avec Claire, tu peux en avoir une. Mais elle ne sera plus basée sur mon compte bancaire. Et qu'en est-il d'Eden, a-t-elle dit amèrement. Est-ce que tu vas le faire payer lui aussi? Est-ce que tu vas le monter contre moi? Eden n'a jamais payé pour rien, ai-je dit platement. Il est peut-être temps qu'il commence. Le visage de ma mère s'est durci. Tu fais une erreur. Peut-être, ai-je dit, mais c'est mon erreur à commettre. Elle s'est retournée et a marché vers la porte, ses pas lourds sur le parquet. Elle s'est arrêtée au seuil et m'a regardé. Quand tu changeras d'avis, ne t'attends pas à ce que j'oublie ça. Je ne changerai pas d'avis, ai-je dit. Elle est partie en claquant la porte derrière elle. Je suis resté debout dans le salon vide, écoutant le bruit de sa voiture qui démarrait dans l'allée. Mes mains tremblaient légèrement, l'adrénaline courait encore dans mes veines, mais sous l'adrénaline se trouvait autre chose, quelque chose de solide. Pour la première fois en 12 ans, j'avais dit non. Et le monde ne s'était pas écroulé. Je suis retourné à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait du travail. J'ai passé les 3 jours suivants à monter un dossier. Pas un dossier juridique, pas exactement, mais un registre, un relevé complet et indéniable de chaque dollar que j'avais dépensé pour le foyer de ma mère au cours des 12 dernières années. Je voulais que tout soit étalé. Je voulais comprendre exactement quelle part de ma vie j'avais versée dans quelqu'un qui n'en avait jamais montré la moindre reconnaissance.
J'ai commencé par mes relevés bancaires. J'ai téléchargé 12 ans d'historique de transactions et j'ai tout importé dans un tableur. Ensuite, j'ai parcouru ligne par ligne, surlignant chaque paiement qui était allé à l'adresse de ma mère, facture d'électricité, chaque mois $142. Facture d'eau, $68. Internet et câble, $195. Assurance auto, $230. Forfait téléphonique, $85. Puis il y a eu les dépenses ponctuelles, la réparation d'urgence de la voiture, $800. Le remplacement du réfrigérateur, $1200. La fuite de toiture, $2300. Le paiement de la taxe foncière quand elle ne pouvait pas la couvrir, $3600. J'ai tout additionné. Le total s'élevait à $91 476. J'ai fixé le chiffre pendant un long moment. $91 000. C'était un acompte pour une maison. C'était un fonds d'études pour Claire. C'était une décennie de vacances, d'investissement, d'économie. Au lieu de cela avait disparu dans la vie de ma mère silencieusement, invisiblement, sans un mot de gratitude. J'ai créé un deuxième tableur pour suivre la chronologie. Quand les paiements avaient-ils commencé? Quand étaient-ils devenus automatiques? Quand avais-je arrêté d'attendre de la reconnaissance pour commencer à simplement accepter le silence? Le schéma était clair. La première année, ma mère m'avait remercié occasionnellement. À la deuxième année, les remerciements s'étaient arrêtés. À la troisième année, elle m'appelait pour me rappeler quand les paiements arrivaient à échéance. À la cinquième année, elle avait complètement arrêté d'appeler. Elle supposait simplement que l'argent serait là. J'ai imprimé les tableurs 12 pages, interlignes simples, montrant chaque transaction. Je les ai mis dans un dossier rouge et je les posais sur mon bureau. Ensuite, j'ai commencé à collecter la documentation auprès des entreprises de services publics. Je me suis connecté à chaque compte et j'ai téléchargé les relevés, électricité, eau, fournisseur internet, compagnie d'assurance. Chaque relevé mentionnait mon nom comme titulaire du compte, ma carte de crédit comme mode de paiement, mon email comme contact. Le nom de ma mère ne figurait nulle part. Légalement, c'étaient mes comptes. Je les avais ouverts. Je les avais entretenus. Je pouvais les résilier quand je le voulais. Elle ne pouvait rien faire pour me forcer à continuer de payer. J'ai téléchargé les politiques d'annulation pour chaque service. La compagnie d'électricité exigeait un préavis de 3 jours. La compagnie des eaux exigeait 5 jours. Internet et le câble pouvaient être annulés immédiatement. L'assurance exigeait un préavis écrit mais pouvait être traité le jour même. J'ai rédigé des lettres de résiliation pour chacun poli, professionnel, citant un changement dans les circonstances de paiement comme motif. Je les ai toutes enregistrées dans un dossier sur mon bureau intitulé « Final ». Je n'allais pas encore les envoyer, mais je voulais qu'elles soient prêtes. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma mère, la compagnie d'électricité menace de couper le service. Tu dois les appeler et régler ça. Je n'ai pas répondu. Un autre SMS est arrivé 5 minutes plus tard, Carter, je suis sérieuse. Ce n'est pas une blague. J'ai de la nourriture dans le réfrigérateur. Je ne peux pas me permettre de perdre le courant. J'ai tapé une réponse, tu peux appeler Eden. Sa réponse est revenue immédiatement, Eden ne peut pas aider. Il a sa propre famille à charge. J'ai presque ri. Eden avait sa propre famille à charge, mais apparemment, moi non. Apparemment, Claire ne comptait pas. J'ai posé le téléphone et je suis retourné au tableur. Au cours des 2 jours suivants, d'autres messages sont arrivés. Ma mère paniquait. Eden confus, demandant ce qui se passait. Même Joséphine a envoyé un message, quelque chose de passif-agressif sur « la famille qui se serre les coudes dans les moments difficiles ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la documentation. J'ai consulté les registres de propriété pour la maison de ma mère. Il s'est avéré que la maison était toujours à son nom, mais il y avait une deuxième hypothèque qu'elle avait contractée il y a 5 ans. Je n'étais pas au courant de cela. Le paiement mensuel de cette deuxième hypothèque était de $412. Je me suis demandé qui payait. J'ai vérifié mes relevés bancaires. Effectivement, il y avait des paiements étiquetés, taxes foncières en séquestre, allant à une société de gestion de prêts hypothécaires. Je payais une partie de sa deuxième hypothèque sans même le savoir. J'ai ajouté ces paiements au tableur.
Le total a grimpé à 94 800 $. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran. 94 000 $. 12 ans et pas un seul merci. J'ai pris mon téléphone et ouvert mes messages. Ma mère avait envoyé un autre message il y a 1 heure, « S'il te plaît, Carter, j'ai besoin de ton aide. » J'ai regardé le dossier rouge sur mon bureau, celui avec tous les reçus. J'ai tapé une réponse, j'ai tous les dossiers, chaque paiement, chaque dollar. Si tu veux parler, nous pouvons parler, mais je ne réactive pas le paiement automatique. J'ai envoyé. 10 secondes plus tard, mon téléphone a sonné. Elle a demandé à me voir en personne. J'ai accepté, mais seulement à mes conditions. J'ai choisi un café près de chez elle, un lieu public où elle ne pourrait pas crier ou faire une scène sans s'embarrasser. Je suis arrivé 10 minutes en avance et je me suis assis à une table dans un coin, le dossier rouge devant moi. Ma mère est entrée à 14 heures pile. Elle avait l'air fatiguée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval décoiffée et elle avait des cernes sous les yeux. Elle m'a repéré et s'est approchée, se glissant dans le siège en face de moi. « Merci d'être venu », a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert le dossier rouge et fait glisser la première page sur la table. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. 12 ans de paiement, ai-je dit. Chaque facture que j'ai couverte, chaque dollar que j'ai dépensé pour ton foyer. Je voulais que tu le vois. Elle a regardé le tableur, ses yeux parcourant les lignes de chiffres. Son visage a pâli. Ce n'est pas possible, a-t-elle dit à voix basse. C'est exact. 94 800 $. Électricité, eau, internet, câble, assurance auto, forfait téléphone, taxe foncière, réparation d'urgence. J'ai des reçus pour tout. Elle a secoué la tête lentement. Je ne savais pas que c'était autant. Tu n'as jamais demandé. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux humides. Carter, je suis désolé. Je ne me rendais pas compte. Je pensais juste que tu aidais. Je ne savais pas que tu tenais les comptes. Je ne tenais pas les comptes pour les utiliser contre toi, ai-je dit calmement. Je les tenais parce que j'avais besoin de comprendre combien de ma vie j'avais donné. Et j'avais besoin de comprendre pourquoi tu n'as jamais dit merci, pas une seule fois. J'ai dit merci, a-t-elle protesté faiblement. Quand? Cite une seule fois au cours des 5 dernières années. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle n'a pas pu. J'ai fait glisser une autre page sur la table. Ceci est le registre de propriété de ta maison. Tu as pris une deuxième hypothèque il y a 5 ans. Savais-tu que je payais une partie de cette hypothèque? 412 $ par mois cachés dans une ligne intitulée séquestre. Je ne savais même pas à quoi cela servait jusqu'à il y a 2 jours. Son visage a rougi. J'avais besoin d'argent. Eden allait se marier et je voulais l'aider pour le mariage. Je l'ai fixé. Tu as pris une hypothèque sur ta maison pour payer le mariage d'Eden et tu me l'as fait payer sans me le dire. Je ne pensais pas que ça te dérangerait, a-t-elle dit sur la défensive. C'est ça le problème, ai-je dit, d'une voix froide. Tu n'as pas pensé. Tu as juste supposé que je continuerais à payer. Tu as supposé que je serais toujours là, couvrant silencieusement tes dépenses, ne demandant jamais rien en retour. Qu'est-ce que tu attends de moi, Carter, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Tu veux que je m'en dise? Tu veux que je m'excuse? Je suis désolé. D'accord? Je suis désolé de ne pas avoir dit assez merci. Je suis désolé d'avoir blessé Claire. Je suis désolé de t'avoir pris pour acquis. Est-ce que c'est ça que tu veux entendre? Je ne veux pas d'excuses, ai-je dit. Je veux que tu comprennes que c'est fini. Je ne suis plus ton distributeur automatique. Je ne suis pas ton plan de secours. Je suis ton fils, et je mérite d'être traité comme tel. Elle a essuyé ses yeux du revers de la main. Alors maintenant, quoi? Tu vas juste m'abandonner? Me laisser me débrouiller seul? Je ne t'abandonne pas, mais je ne finance plus ta vie non plus. Si tu as besoin d'aide, tu peux demander à Eden. Tu peux réduire ton train de vie. Tu peux vendre la maison. Tu peux te débrouiller comme tout le monde le fait. Eden n'a pas les moyens de m'aider, a-t-elle dit amèrement. Alors tu n'aurais peut-être pas dû dépenser 94 000 $ de mon argent pour lui. Elle a tressailli. Pendant un long moment, elle est restée assise là, les yeux fixés sur le tableur. Puis elle a levé les yeux vers moi,
l'expression dure. Tu fais une erreur, a-t-elle dit doucement. La famille ne se tourne pas le dos comme ça. Tu as tourné le dos à Claire, ai-je dit. Tu m'as tourné le dos. Tu ne t'en es juste pas rendu compte parce que l'argent continuait d'arriver. Je me suis levé et j'ai ramassé les papiers, les glissant à nouveau dans le dossier rouge. J'ai fini, maman. J'ai fini d'être invisible. J'ai fini d'être la personne que tu ne vois que quand tu as besoin de quelque chose. Si tu veux une relation avec moi, avec Claire, cela commence par le respect, pas par le paiement automatique. J'ai quitté le café sans me retourner. Ce soir-là, je me suis assis à mon ordinateur et j'ai envoyé les lettres de résiliation. Un par un, j'ai officiellement mis fin à chaque service, électricité, eau, internet, câble, assurance. J'ai gardé mon téléphone en mode silencieux et j'ai regardé les emails de confirmation arriver. Votre demande de résiliation a été traitée. Le service prendra fin dans 3 jours ouvrables. Votre compte a été clôturé. Le relevé de facturation finale sera envoyé par courrier sous 10 jours. Merci de votre confiance. Votre police a été résiliée avec effet immédiat. J'ai enregistré chaque email dans un dossier sur mon bureau. Puis je me suis adossé à ma chaise et j'ai expiré lentement. C'était fait. À 21h47, mon téléphone a vibré. Un SMS d'Eden, qu'est-ce que tu as foutu? Maman pète les plombs. Elle dit que le courant va être coupé. Elle dit que tu as tout annulé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai tapé une réponse, demande à maman d'expliquer pourquoi elle avait besoin que tu aies un mariage à $10 000 pendant que je faisais 2 boulots pour garder sa lumière allumée. J'ai envoyé. Eden n'a pas répondu. 3 semaines plus tard, la compagnie d'électricité a coupé le courant chez ma mère. Je l'ai appris par un message vocal qu'elle a laissé à 2 heures du matin. Sa voix tremblait, en colère et désespérée. Elle a dit que j'étais cruel. Elle a dit que je l'avais abandonné. Elle a dit que je le regretterais pour le reste de ma vie. J'ai supprimé le message sans l'écouter jusqu'au bout. Eden a essayé d'appeler une fois. Il a laissé un message me demandant de reconsidérer, disant que maman galérait, que la famille devait se serrer les coudes. Je ne l'ai pas rappelé. S'il voulait t'aider, il le pouvait. Il ne le voulait simplement pas. Joséphine m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux, quelque chose sur le fait que je donnais un terrible exemple à Claire en tournant le dos à la famille. Je l'ai bloqué. Ce qu'il y a avec le fait de couper les ponts financièrement, c'est que cela force tout le monde à montrer ses véritables priorités. Ma mère aurait pu vendre la maison et déménager dans un endroit plus petit. Elle aurait pu demander à Eden de contribuer. Elle aurait pu prendre un emploi à temps partiel. Au lieu de cela, elle a passé 3 semaines à me traiter de cruel et de sans cœur, espérant que la culpabilité me ferait revenir. Ça n'a pas marché. À la fin du mois, j'ai appris par un cousin que ma mère s'était installée chez Eden et Joséphine. Ils avaient une chambre d'amis dans leur maison, celle qu'ils gardaient pour quand Andrew serait plus grand. Ma mère y vivait maintenant, dormant sur un matelas gonflable, partageant une salle de bain avec un enfant de 3 ans. Je ne me sentais pas mal pour autant. Je ne ressentais rien du tout. Claire a posé une question sur grand-mère une fois, quelques jours après la rencontre au café. Nous étions au parc et elle se balançait sur les balançoires, ses jambes battant l'air d'avant en arrière. « Papa, est-ce qu'on va revoir grand-mère » a-t-elle demandé. J'ai réfléchi à la manière de répondre. Je ne voulais pas lui mentir, mais je ne voulais pas non plus lui imposer des problèmes d'adulte. Peut-être un jour, ai-je dit. Mais pas tout de suite. Est-ce qu'elle est fâchée contre nous? Elle est fâchée contre moi, ai-je dit honnêtement. Mais ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait de mal. Claire a ralenti la balançoire et m'a regardé. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? J'ai secoué la tête. Non, j'ai juste arrêté de faire quelque chose que j'aurais dû arrêter il y a longtemps. Elle y a réfléchi un instant, puis a hoché la tête. D'accord. Elle a recommencé à se balancer, plus haut cette fois, riant alors que le vent soufflait dans ses cheveux. Je l'ai regardée et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Du soulagement, peut-être, ou de la paix. Ce soir-là, j'ai vérifié mon compte bancaire. Pour la première fois en 12 ans, il n'y avait aucun paiement automatique programmé, pas de facture pour la maison de quelqu'un d'autre, pas de prime d'assurance pour la voiture de quelqu'un d'autre. Juste mes propres dépenses, ma propre vie. J'avais $720 de plus sur mon compte ce mois-là.
Je les ai utilisés pour ouvrir un fonds d'épargne études pour Claire. J'ai déposé le montant total et mis en place des contributions mensuelles automatiques. Dans 12 ans, si je continuais à contribuer, elle aurait assez pour une bourse complète dans une université d'État. 12 ans la même durée que celle passée à financer la vie de ma mère. La différence était que, cette fois, c'était pour quelqu'un qui comptait vraiment. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ma mère. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas de tentative de reconstruire la relation. Elle avait fait son choix, et moi aussi. Eden a rappelé une fois de plus 6 mois plus tard. Il a dit que maman parlait de retourner dans sa maison, mais qu'elle n'en avait pas les moyens sans aide. Il a demandé si je ne voudrais pas revenir juste pour aider avec les services publics. Je lui ai dit non. Il a demandé si je me sentais bien dans ma peau d'abandonner ainsi la famille. Je lui ai dit que je me sentais mieux que je ne l'avais été depuis des années. Puis j'ai raccroché. Claire a 8 ans maintenant. Nous allons au parc tous les samedis. Nous visitons des musées. Nous faisons des week-ends à la plage. Nous rions ensemble. Nous construisons des forts avec des oreillers, regardons des films et mangeons des pancakes aux pépites de chocolat. Elle ne pose plus de questions sur grand-mère. Et je ne pense pas aux 94 000 $. Je pense à la personne que j'étais avant, celle qui croyait qu'être fiable signifiait avoir de la valeur. Je pense à la personne que je suis maintenant, celle qui sait que le respect n'est pas quelque chose qui s'achète. Je pense à Claire qui se balance de plus en plus haut, riant face au ciel. Et je sais que j'ai fait le bon choix.